Salut les cryptophiles, salut les mineurs de Pi. C'est un immense plaisir de faire cette présentation qui est liée à une communication qui a été faite récemment et qui est présente sur nos plateformes de minage. La publication est relative à un AMA, précisément un Ask Me Anything, avec Dr. Sheng Diao Fan, qui est cofondatrice de Pi Network. Un AMA, c'est-à-dire on va dire, demandez-moi n'importe quoi. En fait, c'est une session au cours de laquelle on pose différentes questions à des membres d'une équipe, d'un projet particulièrement. Et là, dans ce cas-ci, les modérateurs qui participaient à cette session-là ont eu une occasion de poser plusieurs questions aux fondateurs de Pi, notamment Dr. Sheng Diaofan et Dr. Nicolas Kokalis. Ce qui a été publié récemment concerne particulièrement l'intervention donc de Dr. Sheng Diaofan, et cela date du 7 septembre 2022, et c'était sur la question de savoir ce qui est construit avec le projet Pi Network. Donc, elle y répond et nous avons donc préparé une séquence ou transcrit une séquence de tout ce qu'elle dit dans cette AMA-là ou dans cette session de Ask Me Anything, demandez-moi n'importe quoi. On y va directement à la suite. Donc, l'une des premières choses qu'elle évoque déjà dans son intervention, c'est qu'elle parle de Pi Network. Et donc, en fait, elle partage, comment dire, elle fait une présentation de Pi, Pi étant une blockchain de Layer 1, c'est-à-dire une blockchain souveraine, une blockchain de couche 1, comme le Bitcoin, comme l'Ethereum. Ce sont des blockchains souveraines qui ont leur propre crypto-monnaie, et Pi a donc sa propre crypto-monnaie, et elle a une plateforme sur laquelle se construisent des applications qui sont intégrées au système. Le concept de Layer 1, nous allons l'élaborer davantage et en parler davantage la prochaine fois. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que Pi est une blockchain de Layer 1, c'est-à-dire une blockchain souveraine qui devra développer suffisamment d'éléments dans son écosystème. Il y a tellement de choses qui se font sur les Layer 1 qui font que plusieurs autres projets reposent sur ce projet-là. Mais le projet Pi Network particulièrement a tellement de spécificités telles qu'il est une révolution où il apporte une plus-value par rapport au projet précédent, et on va découvrir plusieurs autres choses à la suite. Déjà, on peut retenir que Pi Network est une blockchain de Layer 1, donc de couche 1. Donc, à la suite, ce qu'elle dit, elle dit que Pi se focalise sur le développement d'utilitaires. Donc, sur cette blockchain, il sera surtout question qu'on ait un écosystème avec suffisamment de possibilités qui permettront donc les intervenants dans la communauté ou les membres de la communauté, les pionniers, puissent avoir des facilités d'échange de biens et de services au sein de cette blockchain-là. Donc, à terme, il est même question que Pi soit suffisamment ancré dans les habitudes d'échange de biens et de services, de manière à ce qu'on n'ait pas forcément à recourir au fiat et tout ça. Et elle a expliqué que l'une des principales choses qui est liée au développement des utilitaires et l'une des choses qui illustre particulièrement
le fait que le projet soit focalisé sur le développement d'utilitaires, c'est l'application du marketplace qui est intégré donc au système de Pi et qui illustre justement cette fourniture en utilitaire dans l'écosystème Pi. Elle a évoqué par la suite les stratégies particulières du projet et elle a dit que Pi est très différent des autres projets à travers ses stratégies avec l'objectif de favoriser l'accessibilité et l'adoption en masse des crypto-monnaies et créer un écosystème basé sur l'utilité dans la Web 3. Donc voilà des éléments qui ressortent dans ce qu'elle a évoqué. Elle a évoqué notamment les stratégies particulières dont on verra les détails à la suite. Mais il faut déjà retenir que Pi-Node Network se concentre surtout sur le fait que la crypto-monnaie doit être accessible à de plus en plus de personnes et les gens doivent l'adopter en masse. Et l'adoption en masse est facilitée par le fait que les gens peuvent voir dans le projet qu'il y a tellement de choses utiles dedans qui correspondent à leurs besoins quotidiens, qui correspondent à plusieurs de leurs demandes. Et on aura un peu plus de détails par rapport aux stratégies dans la suite. Donc, elle a évoqué que la stratégie donc de Pi repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la croissance. Et elle a expliqué que une vraie monnaie doit s'appuyer sur un nombre suffisant de personnes qui sont donc les holders de cette monnaie-là, qui la reconnaissent comme une monnaie et qui sont prêts à échanger des biens et des services avec cette monnaie-là. Donc, le premier pilier qui est la croissance considère le fait qu'il est très important qu'un projet de crypto-monnaie ou un projet de monnaie quelconque doit reposer sur un nombre suffisant de holders, de personnes qui utilisent cette crypto-monnaie, qui l'acceptent comme moyen d'échange, qui la reconnaissent même d'abord comme une monnaie. Du moment où tous ces éléments sont réunis, un projet peut véritablement s'épanouir. Et là, c'est le premier pilier sur lequel repose le projet Pi, la croissance. Et cette croissance passe par cet encouragement que nous devons communiquer sur le projet, enrôler suffisamment de personnes et tout ça. Donc, ce sont autant de stratégies qui rentrent dans le cadre de cette croissance et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons atteint un nombre de 35 millions de pionniers et un nombre qui est en évolution au fur et à mesure. Donc, le deuxième pilier ou la deuxième stratégie du projet, c'est la décentralisation. Et elle explique que cette décentralisation, elle est technique et elle se fait déjà, elle se traduit à travers tous les testnets qui ont lieu et qui impliquent tous les membres de la communauté. Elle se traduit par les différents mouvements qui ont lieu dans la communauté, notamment l'évolution vers le mainnet et qui fait en sorte que ce sont autant d'éléments techniques qui impliquent l'intervention de tout le monde, une mobilisation, un travail qui est vraiment, qui implique tout le monde. Il ne se limite pas qu'à la core team. On voit par exemple que même le développement des applications et tout ça est décentralisé. On voit que déjà même la communication est décentralisée et tellement d'autres aspects que nous voyons ici dans l'évolution du projet relèvent en fait de la décentralisation qui est en fait un pilier très essentiel dans l'évolution d'un projet de crypto-monnaie. Et c'est ça, la crypto-monnaie même à la base se veut un actif ou se veut être un élément d'un système décentralisé. La blockchain, c'est ça, c'est la décentralisation qui est au cœur
de chaque projet de crypto-monnaie. Et donc, ça fait donc partie des piliers ou des stratégies sur lesquelles repose le projet P-Network, et c'est ce dont Cheng Diaofan évoque également. Maintenant, elle parle d'un troisième pilier. On en parle de temps en temps, c'est évoqué à chaque fois, c'est le développement d'utilitaires. Et le développement d'utilitaires se traduit par déjà le développement de la plateforme Pi, qui permet non seulement à la core team de développer des applications, mais aussi à plusieurs autres développeurs de faire également, de développer également des applications et d'enrichir l'écosystème. Donc, voilà, le développement d'utilitaires est particulièrement un aspect qui est très, qui fait l'objet d'une véritable attention dans le cadre du projet, et elle va justement beaucoup s'attarder dessus à la suite. Et là, en s'attardant dessus, elle parle particulièrement d'un changement de paradigme dans le cadre du projet. Et elle dit qu'il est question, ou il sera question, de passer d'une motivation extrinsèque de la communauté vers une motivation intrinsèque. C'est-à-dire faire en sorte que on passe de, mais là, on a encore un peu plus de détails, comprendre la motivation extrinsèque. Elle l'explique en disant que, par exemple, jouer pour gagner relève d'une motivation extrinsèque. Et bref, le stimulant dans ce contexte est beaucoup plus externe et passif. Cette motivation permet à des gens de faire un certain nombre de choses. Elle est importante, mais doit être soutenue à terme par une motivation intrinsèque. On sait bien que la motivation intrinsèque, elle est durable, elle est associée à l'utilité d'une chose. Du moment où quelque chose nous est utile, elle crée une motivation intrinsèque dans notre contribution à son fonctionnement. On en parle, c'est vraiment quelque chose dont on ne peut pas se passer, qu'importe les coûts. Et elle explique donc que le passage vers la motivation intrinsèque qu'il faut donc expliquer, c'est que la motivation intrinsèque est telle qu'il est question de fournir un ensemble d'utilitaires qui correspondent à des besoins réels et qui résolvent de véritables problèmes. Et elle a évoqué l'exemple de Zoom et des iPhones qui sont des outils qui ont su créer une motivation intrinsèque et qui sont tels que, qu'importe le prix, les gens sont toujours disposés à se procurer de ces services, à se procurer des produits qui sont mis à leur disposition par l'équipe de chacun de ces projets-là ou bien de ces entreprises. Par ailleurs, pour davantage illustrer la motivation extrinsèque, elle évoque, et là c'est peut-être une répétition, que jouer pour gagner, c'est un élément de la motivation extrinsèque. Et elle parle particulièrement du minage comme étant un élément qui relève la motivation extrinsèque, parce que ça amène les gens à travailler sur une chose, à s'activer, à se mobiliser pour ça. Mais maintenant, passer le minage, la motivation intrinsèque est, comme on l'avait déjà dit, liée à la fourniture de ressources ou bien d'utilitaires qui correspondent aux besoins véritables des gens. Et par ailleurs, l'utile, comme je l'ai déjà dit, crée une motivation intrinsèque et permanente. Le développement d'utilitaires suffisamment adaptés à tous les besoins de la communauté fait l'objet d'une très grande attention, car la blockchain offre tellement de possibilités en la matière. Là, on parle toujours des utilitaires et tout ça. Et ça continue.
Elle revient à chaque fois sur cette question d'utilitaire. Elle s'y est tellement attardée. Et pourquoi donc faire ce changement de paradigme? Elle dit que c'est un facteur de véritable succès dans l'univers des cryptos, car un projet doit fournir ou doit pouvoir fournir suffisamment de services utiles liés aux besoins multiples d'une communauté. L'utile, l'utile. La blockchain de Pi est dans cette dynamique de vraiment fournir l'utile aux gens. Et du moment où il y a suffisamment d'utilitaires qui correspondent aux besoins du quotidien, à ce moment, vraiment, le projet prend toute sa puissance. Et elle a évoqué l'ampleur du travail qui va aboutir à tout ce qui fera la force du projet Pi. Elle dit que le processus pour fournir de véritables utilitaires demande que de nombreux essais soient d'abord faits avant de les mettre en service, avant de les mettre au service de la communauté. Ce processus n'est pas du tout facile et prend du temps. Ça prend sérieusement du temps. Et pour beaucoup de projets, parfois, comme elle l'a aussi évoqué, pour beaucoup de projets, le souci, c'est souvent le listing sur les exchanges. Mais c'est pas le cas avec Pi. Déjà, c'est une blockchain souveraine qui ne sera pas vraiment dépendante des autres, qui pourra interagir avec les autres, mais qui est souveraine. Et Pi Network donc se focalise à bâtir une puissante et grande communauté avec un mindset soutenu par une motivation intrinsèque qui pourra donc porter le projet vers certaines hauteurs. Et la motivation intrinsèque naît vraiment de ce que la communauté comprenne quelle est la vision du projet. Et ça, elle le dit aussi. Et du moment où toute la communauté comprend la vision du projet, qui est vraiment de créer un système, un écosystème complet, ça crée véritablement une motivation intrinsèque qui fait que le projet est sur la bonne voie. Elle a évoqué leur motivation à eux particulièrement, la core team, notamment Nicolas Kokalis et elle dit que leur motivation part donc de cette expérience-là qu'ils ont eu des interactions humaines avec les ordinateurs. Et l'un des concepts clés qui est lié à ces interactions-là, ce sont les avis des utilisateurs ou les énoncés des utilisateurs. Et en effet, ceux-ci doivent nous donner ou doivent vous donner un feedback sur l'utilité ou non du système. Parce que les feedbacks sont très importants pour permettre de corriger un certain nombre de choses, de voir si les éléments peuvent normalement fonctionner. Et toutes les applications qui vont rentrer dans l'écosystème font donc l'objet des avis des utilisateurs avant d'être mises en service. Et là, on a plusieurs applications, de nombreuses applications dans le projet, mais qui sont encore dans la phase de testnet. Et il faut ça, c'est un préalable pour permettre qu'on évalue effectivement que tout ce qui est mis à la disposition de la communauté est utile. Et elle explique davantage que les feedbacks donc permettent d'éviter l'inutilité des applications. Chaque application développée doit répondre à des besoins et satisfaire des attentes, d'où l'importance des feedbacks. Et dans les développements du projet, les applications Pi, naturellement, vont échouer, et elle le dit, vont échouer plusieurs fois, d'où l'importance de prendre du temps et de recevoir des feedbacks pour qu'elles soient à la hauteur d'une adoption en masse. L'adoption en masse a donc des exigences. Il faut évaluer les applications, il faut s'assurer qu'on ne soit pas toujours en train enfin, il faut s'assurer qu'elles soient suffisamment prêtes pour le lancement et non qu'elles soient d'abord dans
certaines tares et tout ça. Et on voit généralement que tous les projets évoluent. Elle est parlé par exemple de Facebook qui est passé d'une étape à l'autre. Donc c'est tout ce travail-là qu'il faut faire et ça demande du temps. Elle a évoqué leur expérience en tant qu'enseignant à l'université de Stanford, notamment par rapport à la création par leurs étudiants dans le cadre de plusieurs projets de classe, de plusieurs applications, des applications vraiment merveilleuses. Mais il se trouvait que ces applications, au bout du compte, personne ne les utilisait. Pourquoi? Certainement parce que les applications n'étaient pas adaptées toujours à l'utilitaire, ou peut-être parce que elles étaient faites, mais pas suffisamment promues pour permettre au bout du compte que les gens adoptent ça. Et ça, c'est lié particulièrement donc à la motivation intrinsèque qui favorise au bout du compte les choses soient vraiment prises en main par les gens, adoptées et puis arrivent donc au point où vraiment elles rentrent dans le cadre de ce qui est sollicité comme utile au sein d'une communauté. Mais dites-moi en commentaire suffisamment d'autres choses que vous avez compris par rapport à toutes ces interventions-là. Une autre chose, c'est qu'elle a parlé de la différence entre PI et d'autres projets. Elle a évoqué cela. Et elle dit que le projet PI s'appuie sur une impressionnante et large communauté. Et cette communauté crée un environnement ou un écosystème propice qui permet le développement de plusieurs produits et leur amélioration. Un large réseau de personnes est ce sur quoi repose le projet pour qu'il soit dans une logique utilitaire. Vraiment, le projet s'attarde sur ce volet-là, l'utilitaire. Et ça revient de temps en temps. Maintenant, à côté, c'est un peu un récap de tout ce qui est dit ici. Elle a tellement évoqué la question de l'utilitaire qui rentre dans la troisième stratégie du projet. Elle a évoqué premièrement la croissance, le fait que le projet doit s'étendre à plusieurs personnes et on sait que le projet a pour prévision d'avoir au moins 100 millions de personnes dans l'écosystème. Et elle a évoqué la décentralisation, elle a évoqué, bon, on a déjà parlé des utilitaires, elle a évoqué la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. Donc, voilà un peu les éléments qui ressortent de ce qu'elle dit dans cette session de questions-réponses avec les modérateurs. Et pour ceux qui sont des anglophones, qui parlent anglais, qui comprennent, ils ont saisi le message, mais beaucoup d'autres personnes n'ont certainement pas saisi le message, d'où cette vidéo que j'ai faite pour un peu récapituler les différents points et expliquer un peu les différents points qu'elle a abordés dans son intervention. Si d'une certaine façon cela vous a été d'une certaine importance, je vous encourage à liker la vidéo, à faire un commentaire éventuellement sur votre appréciation de cette présentation, à fournir peut-être d'autres informations que vous avez captées dans cette présentation et qui pourraient ne pas être ressorties dans ma présentation. Et au bout du compte, si vous n'êtes pas encore dans le projet, je vous encourage particulièrement à le rejoindre. C'est vrai que on arrive peut-être dans une période où il sera de plus en plus difficile de pouvoir gagner des PI, mais il n'est pas tard. Rejoignez le projet dès à présent et pour cela, vous pouvez utiliser mon code d'invitation que voici, qui vous offre l'avantage de gagner un PI à votre enregistrement et qui vous offre aussi
l'opportunité de pouvoir tirer bénéfice de mon activité de mineur en augmentant votre taux de minage. Et peut-être d'autres mineurs peuvent également mettre en commentaire leur code d'invitation, partager et ainsi de suite. Nous sommes une communauté et donc, au bout du compte, l'essentiel c'est qu'on parvienne à évoluer dans une dynamique qui favorise davantage l'explosion du projet. Et ça, c'est pour bientôt. Le mainnet, c'est pour bientôt. Donc, rejoignez le projet dès à présent. Mon nom est Théologien Simansou, pionnier P-Network. À bientôt.